Donc, bonjour à tous, bienvenue à vous sur ce webinaire qui va euh, vous présenter les informations générales à savoir concernant la déclaration des revenus forestiers pour 2024. C'est un webinaire qui est organisé par la Fédération France Silva, donc la Fédération des syndicats de propriétaires forestiers en France, et qui sera animé par Alexandra Bonne, qui est juriste au sein de la Fédération France Silva. Nous sommes en format webinaire, donc vos micros et vos caméras sont coupés. Néanmoins, vous pouvez interagir via l'espace de chat. Pour pouvoir ouvrir cet espace, je vous invite à faire glisser votre souris vers le bas de l'écran et à cliquer sur l'icône, les petites icônes de BD sous lesquelles sont notés chat, discussion ou conversation. Et en cliquant dessus, vous allez avoir un espace qui va s'ouvrir. Dans cet espace, vous pouvez poser vos questions, interagir tout au long du webinaire. Euh, je vous informe également que ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay, donc a posteriori, sous 2 ou 3 jours. Et vous recevrez également le support qui va vous être présenté. Donc les diapos de présentation, vous les recevrez aussi a posteriori. Donc cela répond à une des questions qui m'a été posée dans le chat précédemment. Donc vous n'avez pas besoin de faire de copie d'écran. Vous recevrez les diapositives également a posteriori. Au vu du nombre important, là vous êtes déjà un peu plus de 80 et vous étiez pas loin de 200 inscrits. Au vu du nombre important de participants et pour tenir un timing, on va dire, acceptable en format webinaire, puisque la concentration euh, peut être un peu compliquée après un temps long en format webinaire. Nous allons aujourd'hui aborder vraiment le cas général des déclarations de revenus forestiers et pas forcément les cas particuliers. Je vous invite à poser vos questions. Néanmoins, euh, il est possible que nous ne puissions pas traiter l'intégralité des questions. Donc, on va se concentrer sur les questions qui sont relatives aux règles générales. Et si on peut prendre quelques cas particuliers, on essaiera, mais cela va dépendre du nombre de questions et du temps du déroulé de ce webinaire. Voilà pour les informations que je voulais vous donner en introduction. Et je vais laisser la parole à Alexandra qui va commencer son exposé, si c'est OK pour elle. Bonjour à tous. Alors oui, c'est OK pour moi. Je me rends juste compte que ça m'indique que ma connexion est un peu instable. Donc Christelle, je te laisse me prévenir si ça Très saute bien, trop et on s'organisera autrement. je n'y manquerai pas. Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, on est aujourd'hui en webinaire sur les revenus forestiers, donc les revenus qui sont liés aux bois et forêts que vous devez déclarer dans votre déclaration de revenus à établir en 2025. Donc, on parle des revenus perçus en 2024 et à déclarer en 2025. Donc, on va faire un petit point sur les différentes choses à savoir dans les grandes lignes. Et je ferai une petite pause à un moment pour que vous puissiez poser des questions. Mais par contre, enfin, je vais faire une première présentation un petit peu générale et puis ensuite, on fera une pause sur ces questions. Alors, Alexandra, je ne sais pas si c'est normal, mais on ne voit pas ton partage de connexion. alors, un problème effectivement sur Zoom. Alors, comme ça, je peux plus le bouger. Alors, je suis désolée, il va falloir, je pense que je... Si, ça y est. OK. Est-ce que c'est bon? Oui, parfait. OK. Alors, en premier lieu, petit rappel général sur le calendrier
fiscal, c'est-à-dire les dates de déclaration des revenus. Donc ça, ce sont des dispositions qui sont générales, qui ne sont pas propres aux revenus forestiers, mais c'est quand même important de les avoir en tête. Donc la déclaration en ligne, c'est-à-dire sur le site impôts.gouv.fr, est ouverte depuis le 10 avril. Donc vous pouvez déjà vous connecter sur impôts.gouv dans votre espace particulier à l'aide de votre numéro fiscal et faire votre déclaration de revenus. Et vous avez une date limite de déclaration qui est liée à votre département de résidence. Donc, je vous ai indiqué les dates. Donc, pour les départements du 01 au 19, la date limite de déclaration est le 22 mai 2025. Pour les départements 20 à 54, c'est le 28 mai 2025. Et puis, pour les départements au-delà du 55, c'est le 5 juin 2025. Donc, ça, tous les ans, il y a un calendrier qui est établi et qui est publié par l'administration fiscale. Donc, pas de nouveauté sur ce point, si ce n'est que les dates sont mises à jour. Et puis, il est possible également de rester en déclaration papier, enfin de faire une déclaration papier en tout cas. Donc, c'est dans des cas un petit peu particuliers. Les cas sont limitatifs. C'est quand on a une résidence qui n'est pas équipée d'un accès à Internet, quand on a sa résidence dans une zone où il n'y a pas de service mobile disponible, ou quand on a une résidence équipée d'Internet, mais qu'on n'est pas en mesure d'utiliser correctement le service de télédéclaration. Donc, dans ces cas-là, on peut faire une demande auprès des impôts de formulaire papier ou le récupérer sur Internet. Et puis on reste sur une déclaration papier comme on le faisait il y a quelques années. Mais sinon, le principe général, c'est la télédéclaration. Donc c'est vraiment, je déclare de manière numérique mes revenus et sur le site impôts.gouv.fr. Je vous ai remis également la date limite de déclaration quand on est en déclaration papier, c'est le 20 mai, donc c'est la plus tôt des dates pour la remise de déclaration. La déclaration de revenus, quand on l'a fait sur le site impôts.gouv.fr, c'est la déclaration 2042, elle s'appelle comme ça, c'est le numéro de la déclaration. Et puis, selon ce qu'on va déterminer au début de la déclaration, on peut avoir des déclarations complémentaires qui vont être à réaliser, qui vont s'ouvrir. Et notamment, il faut bien cocher bénéfices agricoles pour avoir la déclaration complémentaire des professions non salariées dans laquelle on va pouvoir déclarer les revenus forestiers. Donc, on va y revenir tout à l'heure, mais on doit avoir la 2042 C Pro qui doit également être complétée quand on est un propriétaire forestier. Ensuite, autre disposition avant de venir sur les aspects vraiment fiscaux sur les revenus forestiers, c'est qui est le contribuable, qui est la personne imposable. Alors, le principe, c'est que c'est la personne physique qui est propriétaire de bois et forêts qui doit procéder à la déclaration des revenus forestiers. Donc, je suis une personne physique et je possède des bois et forêts situés en France. Je dois faire une déclaration de revenus et intégrer mes revenus forestiers dans cette déclaration de revenus. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, donc sans entrer dans le détail, le principe, c'est que dès lors qu'on est propriétaire de bois et forêts situés en France, il y a une taxation en France, sauf si une convention internationale prévoit des dispositions particulières. Donc sur ces aspects internationaux, je vous renvoie au site impôts.gouv.fr, on trouve des précisions selon les pays avec les conventions internationales qui s'appliquent. Donc voilà, c'est des situations un petit peu particulières qu'on ne peut pas traiter dans le cadre de ce webinaire. Ensuite, quelques cas particuliers de détention qu'on retrouve quand même souvent, enfin, même si ce sont des cas particuliers, ce sont des cas assez courants. Quand on détient des parcelles de bois et forêt en indivision, chaque indivisaire doit déclarer ses revenus forestiers à hauteur de sa quote-part dans l'indivision. Donc, de manière un petit peu simplifiée, on a une indivision composée de 3 personnes à parts égales. Chaque indivisaire doit déclarer un tiers des revenus forestiers. Chacun le fait de son côté. Autre cas qui est courant, c'est le démembrement de propriété. Alors pour rappel, le démembrement de propriété, c'est une sorte de fiction juridique qui vise à distinguer l'usufruit de la nue propriété. Donc on a deux sortes de masses de biens qui ensemble constituent la pleine propriété. L'usufruitier, il a le droit de jouir du bien et de recueillir les fruits. Donc
Si on l'applique sur un appartement, ben, il a le droit d'habiter le bien. Et puis, il peut aussi le louer et recueillir les fruits, c'est-à-dire les loyers de cet appartement. Par contre, quand on parle de forêt, c'est un petit peu plus différent. Enfin, on a d'autres types de fruits. Par exemple, on a les fruits naturels, c'est-à-dire les champignons, les végétaux, etc. Mais on peut aussi avoir des fruits civils, c'est-à-dire les loyers. Par exemple, quand on donne à bail de chasse, on peut avoir des loyers de chasse. Donc ça, c'est l'usufruitier qui a le droit qui a droit à ses revenus. Et de son côté, le nu propriétaire, c'est le futur plein propriétaire. Donc, il a le droit de disposer des biens sous réserve de respecter les droits de l'usufruitier. Donc, il sera plein propriétaire quand l'usufruit s'éteindra. Donc, quand l'usufruitier viendra à décéder ou abandonnera son usufruit, le nu propriétaire deviendra plein propriétaire. Mais en tout état de cause, c'est surtout l'usufruitier qui aura le droit d'utiliser les biens et de recueillir les fruits. Alors, si on transpose ces règles à des parcelles de bois et forêt, on se rend compte que la distinction entre le fruit et le capital, elle est un petit peu difficile. Donc, on a des dispositions particulières qui ont été prévues dans le Code civil. Donc, ce sont les articles 590 et suivants du Code civil qui prévoient les règles particulières en cas de détention de bois et forêt en démembrement de propriété. On a une première règle qui nous dit que les bois taillis, enfin, quand on est en présence de bois sous taillis, c'est l'usufruitier qui profite des coupes. Donc, c'est-à-dire qu'il peut procéder à des coupes pour son chauffage ou pour vendre des bois. Dans ce cas, il peut procéder aux coupes, il peut percevoir les revenus. La limite, c'est l'abus de jouissance, c'est-à-dire s'il ne respecte, enfin, il vient complètement à dénaturer le bien et à lui faire perdre sa nature de bois taillé. Donc ça, c'est la limite. Et puis, quand on est en présence de ce qu'appelle le Code civil de bois de haute futée, là, le principe, c'est que l'usufruitier ne peut pas y toucher. Donc, on est un peu plus sur une notion de capital, donc ça appartient plus au propriétaire. Donc, c'est pour ça que les droits de l'usufruitier sont plus réduits, avec quelques exceptions. Donc, les exceptions, ce sont quand l'usufruitier a lui-même planté les arbres, il peut les récolter par la suite. Donc, c'est des fois un petit peu difficile à imaginer selon certaines essences. Par exemple, on peut l'imaginer pour les peupliers. De la même manière, l'usufruitier peut procéder à des coupes si jamais la futée est en coupe, enfin si on est en coupe réglée, c'est-à-dire que les parcelles sont exploitées de manière régulière, on prélève certains arbres, donc on le transpose plutôt sur de la futée irrégulière. Là, dans ce cas-là, l'usufruitier peut procéder à ces coupes et percevoir les revenus. Et il peut également, si ce sont des petites coupes rases enfin, des coupes rases qui prélèvent des petites surfaces, là aussi, on peut considérer que c'est l'usufruitier qui a droit aux revenus. Mais donc voilà, le Code civil nous donne des grandes lignes. Bien sûr, dans la pratique, c'est pas toujours simple à appliquer, mais ce sont en tout cas les règles qui sont prévues par le Code civil. Juridiquement, ce qu'il est souvent conseillé, c'est de préciser la répartition, que ce soit des travaux, de perception des revenus, etc., que tout ça soit précisé entre les parties dans une convention, donc soit directement dans un acte de donation quand on procède à une donation de la nue propriété. Dans ce cas, on peut conventionnellement entre les parties décider de ce qu'on va faire, ou sinon on fait une convention à part. Mais en tout cas, il est important de préciser les choses parce que ce sont des questions qui remontent souvent, de savoir qui a droit au revenu, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc ça, c'est un petit peu difficile. Et puis donc au plan fiscal, on suit le juridique, donc ça veut dire que ce qui est prévu par les parties s'applique au plan fiscal. Et enfin, dernier cas particulier, c'est le cas de l'associé de groupement forestier. Donc, pour rappel, un groupement forestier, c'est une société civile qui a pour objet de détenir des biens forestiers, donc des biens immobiliers en nature de bois et forêt, et de les gérer. Là, dans ce cas-là, on n'applique pas, chaque associé, pardon, déclare ses revenus forestiers au prorata de ses droits dans les bénéfices sociaux. Donc, par exemple, un associé de GF qui détiendrait 25% du capital, il va déclarer 25% des revenus du groupement forestier. Donc là, ça va être au gérant de communiquer aux associés le montant à déclarer, puisque c'est lui qui aura la connaissance de l'ensemble des opérations qui ont eu lieu dans la société. Et il va bien indiquer, et il aura aussi accès aux documents administratifs du groupement forestier. Donc, il va indiquer aux associés le montant que chacun aura à déclarer au prorata de leur détention dans le capital.
Et puis, quelque part, un peu combinaison des deux, c'est-à-dire groupement forestier avec des parts sociales détenues en démembrement de propriété. Donc, on peut tout à fait avoir du démembrement de propriété sur des bois et forêts, mais on peut aussi en avoir sur des parts de groupement forestier. On le retrouve notamment quand il y a des successions. Donc, un associé vient à décéder. L'épouse hérite de l'usufruit et les enfants de la nue propriété des parts sociales. C'est quelque chose d'assez classique. On peut aussi le faire au travers d'une donation. Et là, dans ce cas, les dispositions du Code civil que je vous ai indiquées ne sont pas applicables puisque celles-ci ne s'appliquent que sur la détention de bois et forêts, c'est-à-dire de biens immobiliers, vraiment des bois et forêts détenus en direct et non pas par l'intermédiaire d'un groupement forestier. Donc là, première chose à faire quand on a des parts sociales en démembrement de propriété, c'est de prendre les statuts et de regarder ce qui est prévu dedans. Donc souvent, on a des dispositions qui prévoient à la fois qui a le droit de vote, mais qui prévoient également qui a droit au revenu. Et puis, si jamais on n'a rien dans les statuts, on peut tout à fait avoir une convention qui serait conclue en dehors des statuts, ça arrive. Et puis là encore, si on n'a rien, on se reporte à l'article 8 du Code général des impôts qui nous dit les résultats courants vont à l'usufruitier, les résultats exceptionnels au nu propriétaire. Donc une fois qu'on a ça, c'est pas toujours très simple de savoir ce qu'il faut entendre par revenu courant ou revenu exceptionnel, notamment quand on parle de revenus de coupe de bois, puisque on a du mal à les placer. Donc là aussi, la meilleure des solutions, c'est de bien préciser les dispositions dans les statuts, de faire une convention entre les associés pour pas se poser trop de questions quand on a des revenus à déclarer. Ensuite, maintenant, si on passe aux revenus forestiers, c'est-à-dire aux revenus qui sont perçus sur des bois, enfin quand on est propriétaire de bois et forêts, que ce soit en direct ou au travers d'un groupement forestier, je vais traiter principalement les revenus qui proviennent des coupes de bois, puisque ce sont les revenus les plus courants. On peut aussi avoir des revenus des produits accessoires de la forêt, de type champignons ou résine. Et puis, on peut aussi avoir des revenus de location. Donc, on pense à la location du droit de chasse, mais on peut aussi avoir une location d'étang. Donc là, on a d'autres types de revenus. Donc là, on va raisonner par catégorie de revenus. Les premiers, donc revenus de coupe de bois, on est dans la catégorie des bénéfices agricoles, mais dans le forfait forestier. Les revenus provenant de la vente des produits accessoires de la forêt, on est aussi dans les bénéfices agricoles, mais micro-BA ou BA réel. Enfin, bénéfices agricoles, pardon, BA. Et les revenus de location de droit de chasse, là, on est revenus fonciers. On va y revenir un par un. Donc, les premiers revenus, on va parler des revenus des coupes de. Donc là, on a un article principal qui s'applique, c'est l'article 76 du Code général des impôts qui nous indique, en ce qui concerne les bois, oserets, aulnais, saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à une somme égale aux revenus ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition. Donc là, on nous dit que on fait référence aux revenus ayant servi de base à la taxe foncière. Donc, c'est le revenu qui est à déclarer, c'est le revenu cadastral des parcelles en nature de bois et forêt. Donc, on voit bien là que le texte parle d'un revenu forfaitaire. Donc, on va déclarer tous les ans un revenu qui correspond au revenu cadastral et on ne va à l'inverse pas déclarer de revenu au moment des ventes de bois. Donc, si jamais on a une vente de bois, par exemple, en 2024, eh ben, on va déclarer quand même son revenu cadastral, comme on a déclaré aussi en 2023, en 2022, en 2021, etc. Qu'il y ait ou non des coupes de bois, on déclare tous les ans le revenu cadastral et c'est censé prendre en compte ces revenus de coupe de bois et les lisser sur l'ensemble des années. Ça évite les sursauts d'imposition. Le but, c'est vraiment ça. Le forfait forestier, c'est je suis propriétaire de bois et forêt. Tous les ans, je déclare mon revenu cadastral et quand j'ai des coupes de bois, je n'ai pas de sursaut d'imposition. Alors, comme c'est un revenu, comme c'est un forfait forestier, on n'a pas d'autre chose à déclarer. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'amortissement, on ne va pas avoir de charges, on ne va pas non plus déclarer les aides publiques parce que tout ça est supposé être intégré dans le forfait forestier. C'est vraiment un régime à part. On est dans les bénéfices agricoles, mais on est dans le régime du forfait forestier. Et puis l'article 76 du Code général des impôts a un autre petit paragraphe. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais juste pour vous dire que c'est issu de la loi de finances pour 2024, donc c'est assez récent,
un paragraphe a été ajouté pour indiquer que les revenus provenant de la captation de carbone dans le cadre de projets forestiers admis au label bas carbone, donc boisement et reconstitution de peuplements forestiers dégradés, ça c'est intégré au forfait forestier. Donc il n'y a pas lieu de déclarer ces revenus à part, ils sont intégrés dans le forfait forestier. La loi de finances a ajouté ça. Alors malheureusement, elle a ajouté boisement et reconstitution de peuplements forestiers dégradés uniquement. Il manque la méthode balivage et puis potentiellement, il manque les futures méthodes de label bas carbone. Donc c'est vrai que c'est un texte qui est un peu incomplet, mais en tout cas pour certains types de revenus LBC, on sait aujourd'hui que c'est dans le forfait forestier et ceux qui ne sont pas prévus, donc par exemple le balivage, là on bascule dans le régime BA dont on va parler tout à l'heure. Autre précision également, cet article 76 du Code général des impôts précise que les bénéfices provenant d'opérations de transformation du bois coupé par le propriétaire lui-même ne sont pas dans le forfait forestier. Donc là, quand on parle d'opérations de transformation du bois coupé, on pense notamment au bois de chauffage. Donc là, quand un propriétaire vend du bois de chauffage sous forme de bûche, ces revenus-là ne sont pas intégrés dans le forfait forestier et sont à déclarer soit dans le régime des micro-BA ou BA régime réel, si jamais les opérations sont réalisées sans caractère industriel, c'est-à-dire sans machines importantes, sans organisation très lourde. Et si jamais on est avec un caractère industriel, là, on bascule dans le régime des bénéfices industriels et commerciaux. Donc ça, c'est une disposition un petit peu enfin, importante à avoir en tête. La vente de bois de chauffage, sur le principe, ne fait pas partie du forfait forestier. Je vous disais tout à l'heure donc que le forfait forestier, c'est ce qui est à déclarer, c'est le revenu cadastral. On a enfin, dans certaines situations, on peut avoir même une exonération de la base imposable, donc une exonération du revenu cadastral, total ou partiel, dans plusieurs situations. Le premier des cas, c'est quand on est dans un cas de plantation ou replantation. Là, le Code général des impôts nous indique que le montant imposable, c'est soit 50% du nouveau revenu cadastral, c'est-à-dire du revenu cadastral avec la nouvelle nature de culture, après les travaux de boisement ou reboisement, donc, soit c'est 100% du revenu cadastral avant les travaux. Ça, c'est un choix du contribuable. En l'absence de choix, l'administration, elle prend 50% du nouveau revenu cadastral. Donc ça, c'est une opération qu'il faut regarder. C'est vraiment un calcul à faire par le propriétaire de déterminer enfin, quel est le revenu le plus intéressant, enfin, quel est le revenu le plus bas pour être fiscalisé le moins. Et cette exonération, elle a une durée limitée dans le temps. Depuis 2001, elle est de 10 ans pour les peupleraies, 30 ans pour les résineux et 50 ans pour les feuillus. Autre cas d'exonération, c'est le cas de la régénération naturelle. Donc là aussi, le propriétaire a le choix, donc pareil, 50% du nouveau revenu cadastral ou 100% du revenu cadastral avant travaux, avec une durée d'exonération de 30 ans pour les résineux et 50 ans pour les feuillus. La régénération, juste pour vous indiquer les éléments qui permettent de justifier qu'on est bien dans cette situation. La régénération, elle est constatée entre la 3e et la 10e année suivant l'achèvement de la coupe. Et il faut que les plants, enfin que les plants, oui, enfin que les semis, pardon, soient issus d'essences forestières inscrites sur la liste régionale des essences, éligibles aux aides de l'État, qu'ils soient d'une hauteur entre 1,50 m et 3 mètres, qu'il couvre au moins 70% de la parcelle et qu'on ait une densité minimale de 1500 tiges par hectare. Donc il y a des critères à remplir pour pouvoir qualifier la situation de régénération naturelle et de bénéficier de cette exonération. Et enfin, troisième cas d'exonération, c'est le cas des futaies irrégulières en équilibre de régénération. Là, le revenu cadastral, il est réduit de 25% et la durée d'exonération, elle est de 15 ans. Là aussi, on a des critères de densité. Donc, densité minimale de 1000 pieds par hectare. Les essences doivent être adaptées à la station. La hauteur, elle est entre 3 et 10 mètres pour les plants. Et puis, répartition cohérente sur au moins un quart de la parcelle. Donc ça, ce sont des dispositifs d'exonération du revenu cadastral.
Le revenu cadastral, quand je vous dis que c'est ce montant-là qui est à déclarer, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve soit si on a déjà fait une déclaration l'année précédente, on prend le forfait forestier de l'année précédente et on le multiplie par le coefficient de revalorisation. Donc là, chaque année, il y a un coefficient de revalorisation qui est publié par l'administration fiscale. Je vous l'ai mis pour 2024, il est de 1,038. Donc vous prenez 2023 que vous multipliez par 1,038 et vous avez votre forfait forestier de l'année 2025. Sinon, vous pouvez également consulter votre taxe foncière. Je vous ai mis une petite capture d'écran. Donc, normalement, dans votre taxe foncière, vous avez un premier cartouche avec les propriétés bâties, puis un deuxième cartouche avec les propriétés non bâties. Et dans cette partie-là, propriétés non bâties, vous avez base du forfait forestier qui apparaît. Donc, c'est ce montant-là qui est à retranscrire. Et troisième méthode, qui est la méthode la plus fine, entre guillemets, c'est celle où on va vraiment vérifier parcelle par parcelle. On va additionner et vérifier si enfin, on va additionner toutes les parcelles pour déterminer le revenu cadastral de l'ensemble de notre propriété. Donc là, le relevé cadastral, c'est quelque chose, enfin, c'est un document qu'on peut demander auprès de la mairie de situation des biens. Donc, vous pouvez leur demander, voilà, quand vous êtes propriétaire, vous leur demandez le relevé cadastral. Et là, vous avez la totalité de vos parcelles bâties, non bâties. Et dans les parcelles non bâties, vous prenez celles qui sont en nature de bois et forêt et ça vous permet dans ce document de vérifier le montant du revenu cadastral, mais également de vérifier quel est le taux d'exonération sur ces parcelles. Je vous ai mis une petite capture d'écran d'un relevé cadastral. Donc, on voit, euh, on voit ici, dans cette colonne-là, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Est-ce que vous voyez ma souris apparaître ou pas? Ouais. Donc le revenu cadastral, il est indiqué ici. Donc il faut bien prendre les parcelles qui sont en nature de bois et forêt. Donc là, c'est ce qui est surligné. Donc dans la colonne GR, SSGR, c'est-à-dire groupe, sous-groupe, tout ce qui commence par bois, ça veut dire que ce sont des parcelles qui sont en nature de bois et vous avez votre revenu cadastral ici. Et puis, vous retrouvez dans la colonne d'exonération le taux d'exonération. Donc là, par exemple, on voit qu'on a une exonération de 100% sur cette parcelle-là. Et donc, ça vous permet d'aller vérifier si tout est correct au niveau du cadastre, si chaque parcelle a bien la bonne exonération qui est appliquée. Et donc, d'additionner une par une les parcelles et éventuellement de faire des corrections si c'est nécessaire. Dans la déclaration de revenus maintenant, donc on passe aux modalités déclaratives. Donc, une fois que vous êtes sur le site impôts.gouv.fr, je vous disais tout à l'heure, il faut bien vous connecter à votre espace personnel grâce à votre numéro fiscal. Vous cochez la case revenu agricole dans la déclaration principale. Et donc, quand vous allez remplir votre déclaration, à un moment, vous allez avoir la page dédiée au revenu agricole qui va s'ouvrir et le forfait forestier se déclare dans les cases qui sont encadrées. Donc là, je vous ai fait une capture d'écran de la déclaration de revenus de cette année. Donc, normalement, c'est vraiment ça que vous voyez apparaître. Vous avez le revenu forfaitaire provenant des coupes de bois. Donc, la première colonne, c'est le déclarant. La seconde colonne, c'est quand on est en couple ou en PACS, donc la seconde personne du foyer fiscal. Et puis la troisième colonne, les personnes à charge. Donc on complète soit une, soit deux, soit trois cases. Donc les cases 5 HD, 5 ID et 5 JD. C'est vraiment ici qu'on doit les déclarer. Et puis, il faut également reporter le montant du forfait forestier dans une autre case qui est relative au BA, BIC, BNC. Pardon. BA, BIC, BNC à imposer aux prélèvements sociaux. Donc ça, pour faire court, normalement, les bénéfices agricoles, ils supportent aussi des cotisations sociales qui sont appelées par la MSA. Les agriculteurs, ils payent des cotisations sociales, enfin, ils cotisent auprès de la MSA. Et la MSA appelle à la fois les cotisations et les contributions sociales. Donc les contributions sociales, c'est CRDS et CSG notamment. Quand on est un propriétaire forestier, on n'est pas affilié à la MSA. Donc la MSA n'appelle pas les cotisations sociales et par conséquent ne peut pas appeler les contributions sociales. Et quand c'est comme ça, c'est le service des impôts qui est collecteur des contributions sociales. Donc c'est pour ça que les propriétaires forestiers dont les revenus ne sont pas soumis aux cotisations sociales auprès d'un organisme social doivent reporter leur forfait forestier dans cette case-là pour que les impôts puissent appeler les prélèvements sociaux, donc les contributions sociales. Donc c'est pour ça qu'il faut les indiquer au titre
des cases que je vous indiquais tout à l'heure, mais également il faut retranscrire ce montant-là dans les sommes à imposer aux prélèvements sociaux. Voilà pour les revenus issus des coupes de bois. Donc, on relève du régime du forfait forestier et on déclare le revenu cadastral. On peut aussi avoir d'autres types de revenus quand on est propriétaire forestier. Notamment, on peut avoir ce qu'on appelle des revenus de produits accessoires de la forêt. Donc tout à l'heure, je vous parlais de bois de chauffage, mais on peut avoir également des ventes de champignons, de fruits sauvages, de liège, de résine. On a différentes situations possibles. Dans ce cas, ce sont des revenus qui n'entrent pas dans le forfait forestier, puisque le forfait forestier couvre uniquement les coupes de bois dans la grande catégorie des bénéfices agricoles, mais on les taxe sous le micro-BA, enfin le micro-bénéfice agricole, ou au régime réel si jamais on dépasse certains seuils. Donc le micro-BA, il est applicable si la moyenne des recettes hors taxe sur les 3 dernières années est inférieure à 120 000 euros. Et dans ce cas, on a un bénéfice qui est égal à la moyenne des recettes de l'année et des 2 années précédentes avec application d'un abattement de 87%. Donc là aussi, c'est un régime forfaitaire, donc il n'y a pas d'amortissement, il y a pas de charge, etc. C'est vraiment, on, on déclare ses revenus nets et c'est le micro-BA qui s'applique. Si jamais on dépasse les moyennes que je vous ai indiquées, dans ce cas, on est au régime réel et là, on tire une comptabilité, c'est un peu plus lourd. En pratique, c'est moins courant. Enfin, ce sont en général des agriculteurs qui ont à côté des revenus forestiers, donc c'est un petit peu différent des propriétaires forestiers purs. Et puis, on peut avoir aussi d'autres types de revenus qui sont les revenus fonciers. Là, ce sont les revenus issus de la location. Donc, on pense à la location du droit de chasse, qui est quelque chose de plus courant, mais il peut aussi y avoir la location des étangs, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Là, dès lors que c'est une location pure, c'est-à-dire sans prestation de service à côté, on est en revenu foncier. Parce qu'attention, quand on a des prestations de service, par exemple, on loue le droit de chasse, mais on fournit aussi le couvert, le gîte, etc. Là, on n'est plus dans les revenus forestiers, dans les revenus fonciers, pardon. On est dans une activité plus commerciale et là, le produit de cette location, il relève des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, je rentre pas dans ce détail, mais ayez en tête que quand on loue son droit de chasse de manière purement enfin, on a juste une location du droit de chasse sans autre prestation, ce sont des revenus fonciers. Si on a des prestations, on peut basculer dans le régime des BIC. Et là, quand on a des revenus fonciers, deux régimes s'appliquent. Soit c'est le régime du micro-foncier, si jamais on ne dépasse pas 15 000 euros par an en recettes brutes. Et au-delà, on bascule en revenu foncier, régime réel, où là, on va pouvoir déduire certains éléments. Alors, le microfoncier, je vous ai mis une capture d'écran de la déclaration de revenus. On le déclare ici en case 4BE. Donc, c'est vraiment recette brute sans abattement qu'on déclare. Et c'est l'administration fiscale qui va procéder elle-même à l'abattement de 30%. Dans le microfoncier, c'est ça le régime. On déclare son microfoncier enfin, on déclare ses recettes brutes, pardon, et l'administration applique un abattement. Et si jamais on est en revenu foncier régime réel, là, on va les déclarer dans la case 4BA. Euh, en parallèle, on va faire aussi ce qu'on appelle une déclaration 2044, qui est la déclaration des revenus fonciers pour intégrer l'ensemble des sommes qui sont à prendre en compte pour déterminer le bénéfice. Et si jamais les biens sont détenus au travers d'un GF, ce n'est pas une déclaration 2044 qu'il faut faire, mais là, c'est le GF qui doit faire une déclaration 2072, Société immobilière à l'impôt sur le revenu. Donc là, c'est une déclaration qui doit être faite par le groupement forestier quand il perçoit des revenus fonciers. Voilà pour cette première partie. Christelle, je propose de faire une pause avec quelques questions avant qu'on passe au régime du défi forêt, qui est un dispositif bien à part où on va traiter de crédit d'impôt. Donc, je propose qu'on fasse une petite pause avec quelques questions. Oui, merci. Donc effectivement, il y a pas mal de questions. Alors, je ne vais pas forcément poser toutes les questions, mais je vais essayer de faire un tour des interrogations qui ont été posées, qui reviendront peut-être sur des points que tu as exposés par la suite d'ailleurs. J'en profite pour préciser et rappeler que vous aurez le support de contenu et il y aura un replay parce qu'effectivement, c'est quand même assez dense et assez technique. Donc, vous pourrez revoir le replay s'il y a certaines parties que vous voulez réentendre. Donc, ça, vous aurez ça posteriori.
Une première question qui demande où trouve-t-on les revenus cadastraux? Sur les documents d'impôt, les taxes foncières, Oui, taxes c'est ça. foncières? Le montant à déclarer dans la déclaration de revenus, c'est soit vous l'aviez déclaré l'année d'avant et vous le reprenez avec avec le taux d'actualisation, soit votre taxe foncière de 2024, soit vous allez demander à votre mairie le relevé cadastral et donc là, vous aurez l'ensemble des parcelles dont vous êtes propriétaire et il faudra trier dedans pour additionner uniquement les parcelles boisées. Merci. Ensuite, une autre question. Alors, j'ai compris, je pense qu'il y a différents cas de figure, mais qui effectue les exonérations? Est-ce que c'est le propriétaire forestier ou l'administration? Donc là, de ce que j'ai Oui. entendu, lorsqu'on est sur le micro-foncier et sur les locations de droits de chasse, c'est l'administration qui effectue l'abattement de 30%, mais dans les autres cas de figure. Alors, je pense que les exonérations, enfin, je comprends comme ça la question. Les exonérations, c'est sur les exonérations de la base imposable du forfait forestier. Là, c'est le propriétaire, puisque là, il va déclarer son forfait forestier. Pour la détermination du forfait forestier, il va déterminer s'il bénéficie d'une exonération. Donc, c'est bien le propriétaire qui détermine s'il peut en bénéficier et le montant à déclarer. C'est pas l'administration qui va le calculer. Par contre, si jamais il ne, il ne choisit pas entre 50 et 100%, là par contre, ce que je vous disais tout à l'heure entre nouvelle nature de culture et ancienne nature, là c'est l'administration qui va prendre le 50% de la nouvelle nature de culture. Merci. Une question qui revient souvent. Est-on obligé de remettre à jour la matrice cadastrale? C'est conseillé, c'est fortement conseillé. Alors, pas uniquement pour le calcul de l'impôt sur le revenu, puisqu'on le voit, c'est le montant qui va ensuite être, enfin, qui peut être pris pour être retranscrit sur la déclaration de revenus, mais c'est aussi sur ça sur ce document que se base l'administration fiscale pour déterminer la taxe foncière. Et c'est aussi également, je fais un aparté du coup qui n'est pas fiscal, mais pour déterminer si le droit de préférence s'applique, puisque le droit de préférence, il bénéficie en cas de vente d'une parcelle boisée voisine au propriétaire forestier si il est propriétaire d'une parcelle qui est déterminée, enfin qui est qualifiée sur le relevé cadastral en nature de bois et forêt. Donc si jamais par exemple vous avez une parcelle que vous n'avez jamais mise à jour et qui est de parcelle agricole qui petit à petit s'est embroussaillé, puis qui est en pratique aujourd'hui, qui est en nature de bois et forêt, si vous ne l'avez jamais modifiée, qu'elle est toujours en terre agricole au cadastre, si jamais votre voisin vend sa parcelle, vous ne pourrez pas bénéficier du droit de préférence. Donc oui, 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 c'est très important de mettre à jour son relevé cadastral. Il ne faut pas hésiter à le demander, à vérifier si toutes les parcelles sont bien à jour. Il y a aussi des fois des erreurs suite à des successions ou des donations. Le relevé cadastral n'est pas toujours bien mis à jour. On retrouve des fois des parcelles qui sont pas chez le bon propriétaire, donc faut pas hésiter à le corriger. Et je précise aussi que c'est un document fiscal, c'est pas un document juridique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en servir pour justifier qu'on est propriétaire. C'est vraiment un document sur lequel s'appuie l'administration fiscale pour calculer la taxe foncière, le forfait forestier, etc. Donc oui, il faut bien le mettre à jour. Merci. Quelques petites précisions sur les revenus issus de vente de bois. Est-ce que les ventes de boissiers sur place, exemple Syrie Mobile, euh, que, quid de ces revenus-là? Alors que, enfin, en principe, les propriétaires forestiers, ils font une vente des coupes de bois et la transformation, elle est réalisée par l'exploitant forestier. Après, si cet exploitant forestier, vous m'entendez? Oui, c'est un peu haché, mais on t'a retrouvé. Donc, si l'exploitant forestier il procède à la coupe du bois sur place ou dans sa scierie, à la rigueur, peu importe, le bois, il a déjà été, le transfert de propriété a déjà eu lieu et le propriétaire, lui, il a vendu vraiment du bois sur pied. Si à l'inverse, le propriétaire vend du bois qui est découpé, enfin, c'est-à-dire il fait lui-même la coupe ou en tout cas, ce qu'il vend, c'est du bois qui a été façonné. Là, on arrive sur ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on travaille, enfin, quand c'est une vente de bois façonné, c'est plus du forfait forestier. Donc il faut regarder vraiment ce que vend le propriétaire. Est-ce qu'il vend une coupe de bois, c'est-à-dire des bois, des arbres qui sont entiers, ou est-ce qu'il vend du bois qui est façonné? Et là, dans ce cas, on n'est plus dans le forfait forestier alors qu'on l'est dans le premier cas. Très bien. Autre question en termes de
précision. Si le bois de chauffage est vendu sur pied, est-ce pareil que lorsqu'il est vendu en bois bûche ou bien c'est inclus dans le forfait forestier? Bah, si on vend du bois de chauffage, ça veut dire qu'on vend du... je comprends de la question qu'on vend du bois qui est façonné. Donc, on est dans du bénéfice agricole micro BA ou BA réel, mais on n'est plus dans le forfait. Eh bien, alors attendez, je toque. Alors, il y avait des questions par les groupements forestiers et on nous demandait si c'était identique pour les GFR et pour les GFA. Savoir s'il doit faire une déclaration de revenus si c'est savoir s'il doit faire une déclaration de revenus fonciers, oui. De toute Ok, façon, un GFA, par principe, il perçoit des revenus fonciers puisqu'il est propriétaire de biens agricoles. Alors, sauf si c'est du métayage, mais normalement, s'il est en fermage, il a des revenus fonciers. Et le GFR, c'est la même chose puisqu'il est propriétaire de bois et de terre. Donc, il aura aussi des revenus fonciers. Donc, il va ajouter ses revenus fonciers liés à ses bois et forêts, à ce qu'il a déjà par ailleurs. très bien. Est-ce qu'il y a une surface minimum à laquelle une surface minimum de bois qui doit être déclarée? Non, le forfait forestier, il n'y a pas de minimum. Après, non, sur l'impôt sur le revenu, non, il n'y a pas de minimum. On a des minimums de perception, c'est-à-dire en matière de taxes foncières, l'administration fiscale n'appelle pas en dessous de, selon les départements, 12 ou, enfin, entre 12 et 15 euros. Donc, si la taxe foncière est de moins de 12 euros, il n'y a pas d'appel de taxe auprès du propriétaire parce que l'administration considère que c'est plus cher d'aller récolter ça que l'envoi, etc. Mais au niveau de l'impôt sur le revenu, là, on n'a pas de minimum de surface ou d'impôt. Il faut le déclarer dans sa déclaration de revenus. Très bien. Alors, il y a des questions que je peine à comprendre. Euh, Est-ce qu'on peut préciser entre quand on doit faire une déclaration 2072 et quand faire du foncier? Ça te parle? Comme question. Non, là, je suis Sinon, désolée. alors, est-ce que vous pouvez bien repréciser votre question? Parce que effectivement, on la comprend mal. Ensuite, une autre question. Est-ce qu'on doit déclarer en fonction de la quote-part de plusieurs propriétaires, quand il y a plusieurs propriétaires du groupement forestier? Est-ce qu'il faut déclarer en fonction de la quote-part? Alors, je comprends de cette question. Qu'on a un GF avec plusieurs associés. Et donc là, le gérant du GF doit bien indiquer aux associés le montant qu'ils doivent déclarer qui correspond alors au forfait forestier du GF et auquel on applique le prorata de détention dans le capital des associés. Dit autrement, si on a quatre associés qui ont 25% chacun, le gérant va indiquer le forfait forestier est de temps. Vous, vous avez 25%, donc c'est 25% de temps. Et puis, il va dire ça à chaque associé. Très bien. Alors, attendez, est-ce qu'il y a une question qui se répète? Alors, il y a des questions que je ne traite pas aussi parce que je sais que tout ce qui est défi forestier, ça va être traité par Oui. ailleurs, hein. Défis travaux, défis forestiers vont être traités par ailleurs. Et là, je vois, j'ai 21 nouveaux messages, donc on ne pourra vraiment pas traiter tous les messages. Je m'en excuse d'avance. J'essaie quand même de faire une première. Il y a beaucoup de questions sur des parts de GF. Euh, alors, une question qui est assez claire. Si un GFA avec trois associés fait des coupes de bois, la déclaration est-elle faite au nom du GFA ou chaque associé doit-il faire sa propre déclaration? Non, alors effectivement, au niveau du GF, il n'y a pas de déclaration au titre du forfait forestier à faire. Ce sont les associés qui déclarent chacun leur quote-part de forfait forestier. Le GF n'a à faire une déclaration que s'il a des revenus fonciers. Mais le forfait forestier, non. C'est une société qui est transparente, qui est à l'impôt sur le revenu, enfin, qui est oui, à l'impôt sur le revenu. Et donc, ce sont bien les associés qui déclarent leur quote-part, mais le GF n'a rien à faire. Ok. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions.
avec des cas parfois très précis. Donc, j'ai essayé de prendre sur les cas généraux. Alors, sur les cas Euh, très précis, vous pourrez adresser vos questions sur la boîte mail juriste si besoin. Et je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi des fiches qui sont disponibles sur le site de Fransilva, que ce soit dans l'espace grand public ou dans l'espace adhérent. Il y a un peu plus de fiches qui expliquent ce que je vous indique aujourd'hui, donc qui détaillent le forfait forestier, les revenus fonciers, les bénéfices agricoles des produits accessoires de la forêt. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces fiches. Vous aurez aussi des précisions et ça vous permettra de les prendre, de les aborder d'une autre manière. Très bien. Ce que je te propose, Alexandra, parce que comme il y a beaucoup de questions et que je n'ai pas pu traiter les plus de 20 questions qui sont tombées pendant que je posais les questions, je te laisse continuer et puis je vais retrier les questions pour après les poser en fin de réunion. Donc comme ça, tu D'accord. vas pouvoir aborder les défis, on pourra adresser un peu plus de questions, mais je m'excuse d'avance parce que quand je vois toutes les questions qui tombent, on ne pourra vraiment pas adresser toutes les questions là dans le webinaire. Merci Alors Alex. effectivement, on va passer à un autre sujet qui est le défi forêt. Donc le défi forêt, c'est le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt. Donc là, ce qu'on voit, ce sont des dispositifs qui incitent le contribuable à procéder à certaines dépenses. Donc on oriente le contribuable vers certaines dépenses et pour l'orienter vers ça, on lui permet de bénéficier d'un crédit d'impôt s'il remplit certaines conditions. Aujourd'hui, le défi forêt, on a trois dispositifs, enfin trois sous-dispositifs. Donc le défi forêt, c'est le défi acquisition, qui s'applique aux acquisitions de parcelles de bois et forêts ou aux acquisitions de parts sociales de groupements forestiers. On a le défi travaux forestiers qui vise à inciter le contribuable à réaliser des travaux forestiers. Et le défi assurance qui vise à inciter le propriétaire à souscrire une assurance incendie ou tempête. C'est un dispositif qui est assez évolutif, c'est-à-dire qu'il bouge régulièrement. On a notamment eu la loi de finances pour 2023 qui a beaucoup bougé les choses puisqu'on a eu tout a été basculé en crédit d'impôt. Avant, on était en réduction et en crédit d'impôt selon les dispositifs. Alors, pour rappel, une réduction d'impôt, c'est un dispositif qui vient réduire l'impôt. Si jamais la réduction est supérieure à l'impôt qu'on doit payer, on perd l'excédent, alors qu'un crédit d'impôt, c'est vraiment un remboursement des impôts. Donc, si jamais le crédit d'impôt est plus important que les impôts qu'on doit, là, l'administration nous rembourse l'excédent. Donc, c'est plus favorable un crédit d'impôt qu'une réduction d'impôt. La loi de finances pour 2023 a également aligné tout ce qui était seuil et taux, donc on va y venir tout à l'heure. Et puis, elle a supprimé un défi qui était le défi contrat de gestion. Donc, c'était un crédit d'impôt pour les personnes qui avaient souscrit un contrat de gestion. Il était peu utilisé, il a été supprimé. Donc, j'en parle même pas puisque maintenant il n'existe plus, mais c'est juste pour que vous ayez en tête que ça existait. Et puis, la loi prévention incendie, qui est la loi de juillet 2023, qui a fait suite aux gros incendies de l'été 2022. Elle a évidemment porté sur elle a un ensemble de mesures sur l'incendie, mais il y a également eu une prorogation du défi forêt jusqu'au 31 décembre 2027. Avant, cette loi, c'était 31 décembre 2025, donc ça aurait dû prendre fin au 31 décembre 2025. Ça a été prorogé de 2 ans, mais voilà, ayez bien en tête que c'est un dispositif temporaire. On ne sait pas si ça va être pour l'instant, il existe, donc profitons-en tant qu'il est là. Alors, si on reprend chacun des dispositifs du défi forêt. Le premier, c'est le défi acquisition. Donc, c'est un dispositif de crédit d'impôt qui s'applique à certains types d'investissements. Donc, vraiment, c'est un dispositif qui est incitatif vers un type de dépense. Donc là, on vise à, enfin, ce qui est éligible comme investissement, c'est l'acquisition de parcelles boisées ou aboisées lorsque la superficie de l'unité de gestion est d'au moins 4 hectares après acquisition. Donc j'achète une parcelle de 2 hectares et je porte ma propriété qui était de 5 hectares, je la porte de 5 à 7 hectares. Je peux bénéficier du défi acquisition parce que j'ai augmenté mon unité de gestion. Alors, unité de gestion, on n'a pas de définition précise, mais il faut imaginer une propriété qu'on peut gérer d'une manière uniforme. On n'a pas, enfin, on pense évidemment à des parcelles qui sont très éloignées géographiquement, qui auraient
des gestions totalement différentes, là, on n'aurait pas d'unité de gestion. Mais là, on parle, il n'est pas nécessaire que les parcelles soient contiguës. On parle d'unité de gestion, c'est-à-dire une gestion qui est faite de manière cohérente et les parcelles peuvent être gérées ensemble. On peut envisager des travaux forestiers en même temps des différentes parcelles, etc. Donc là, dès lors qu'on dépasse le seuil de 4 hectares, on peut bénéficier du défi acquisition. Je vous cite l'exemple qui est cité par l'administration fiscale dans sa doctrine. Elle dit, enfin, elle cite comme exemple, un contribuable possède deux propriétés forestières euh, qui constituent des unités de gestion distinctes. La première de 40 hectares, la deuxième de 2 hectares. Il procède à des investissements. Par exemple, il achète une parcelle A1 de 10 hectares qui va porter son unité de gestion A de 40 à 50 hectares. Là, ça va bénéficier du défi acquisition. Il achète une parcelle B1 qui vient agrandir son unité de gestion B qui faisait 2 hectares et il achète 1 hectare. Là, on a 3 hectares après acquisition. C'est pas éligible puisque on n'a pas dépassé le seuil de 4 hectares. Donc voilà, il faut regarder vraiment au cas par cas si on dépasse ce seuil de 4 hectares et si c'est bien une unité de gestion. Deuxième investissement qui est éligible, c'est l'acquisition ou la souscription de parts de groupements forestiers en numéraire. Donc, j'achète des parts de groupements forestiers, je peux bénéficier du défi acquisition, je souscris des parts. Donc, ce que ça veut dire derrière une souscription de parts, c'est je procède à une augmentation de capital en apportant du numéraire. Donc, le capital du groupement forestier augmente. Là aussi, on peut bénéficier du défi acquisition. Donc, acquisition ou souscription. Donc, acquisition à la constitution ou en cours de vie sociale, augmentation de capital, on peut bénéficier du défi acquisition. Le défi acquisition, il porte sur le prix d'acquisition. L'administration fiscale a précisé majorer des frais d'acquisition. Donc, on peut ajouter les honoraires de notaire, les commissions qui seraient versées à des intermédiaires, type si on passe par une agence, droit de timbre, taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement. Tout ça, c'est le prix d'acquisition. Donc, c'est assez favorable. On peut vraiment englober toutes ces dépenses pour déterminer le montant de l'investissement. Et par contre, ce crédit d'impôt, il a un plafond qui est de 6 250 euros pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 12 500 euros pour les couples mariés ou pacsés. C'est-à-dire qu'on va, si on a une dépense de 20 000 euros, qu'on est en couple, on va prendre que 12 500 euros dans le calcul du crédit d'impôt. Et puis, on va appliquer ensuite le taux du crédit d'impôt qui est de 25% du montant des investissements. Donc ça, c'est les modalités de calcul. Donc le crédit d'impôt, il est, si on prend 6 250 euros, si on se met au plafond, ça veut dire que 25%, c'est 1 562,50 € de crédit d'impôt. Si c'est 12 500 parce qu'on est marié ou pacsé, le crédit d'impôt, il est au maximum de 3 125 euros. Particularité en zone de montagne, on peut majorer le prix d'acquisition du prix des acquisitions de terrains boisés qui ont été réalisées au cours des 3 années précédentes pour constituer l'unité de gestion et sous réserve que l'acquéreur ait pris les engagements qu'on va voir après, donc conservation des biens et engagement de gestion durable, on va y venir. Mais donc en zone de montagne, on peut un petit peu majorer le prix d'acquisition en prenant les acquisitions des années antérieures. Autre précision, quand les acquisitions se font par une indivision, c'est-à-dire par plusieurs personnes, alors ça peut être par exemple un couple qui est marié sous la séparation de biens, donc ils sont en indivision, ils achètent ensemble une parcelle. Là, c'est chaque indivisaire qui déclare sa quote-part d'acquisition et applique le plafond relatif à sa situation personnelle. Alors mon cas n'était pas très bon parce qu'un couple, il va faire une déclaration commune, mais imaginons un frère et une sœur qui achètent ensemble une parcelle en indivision. Chacun va déclarer le montant de la quote-part qu'il a acquis. S'il a acquis un tiers et l'autre deux tiers, ben on va découper comme ça le prix et appliquer le plafond selon la situation de famille de chacun. En cas de démembrement de propriété, donc c'est un petit peu plus rare, mais on peut avoir des acquisitions en démembrement de propriété. Là, le calcul du crédit d'impôt, pareil, il est à proportion du prix payé par l'usufruitier et le nu propriétaire, avec chacun application de leur situation de famille. Les engagements à prendre pour bénéficier du défi acquisition. Donc, on achète des parcelles de bois ou on achète des parts de groupements forestiers, mais en contrepartie, on a quand même des obligations à respecter. Il faut s'engager, quand on achète des bois et forêts, il faut s'engager à les conserver pendant 15 ans et à appliquer un document de gestion durable pendant 15 ans. Alors, les documents de gestion durable en forêt privée, pour rappel, c'est plan simple de gestion, qui est le document obligatoire au-delà de 20 hectares, volontaire à partir de 10.
le code des bonnes pratiques sylvicoles ou le règlement type de gestion. Ce sont les 3 documents de gestion durable qu'on peut appliquer à de la forêt privée. Si jamais au moment de l'acquisition, on n'a pas de DGD en cours, on doit en présenter un dans les 3 ans suivant l'acquisition. Donc on doit forcément en prendre un dans les 3 ans qui suivent. Et puis, si jamais on a acquis des terrains à boiser, là, on doit procéder au reboisement dans les 3 ans pour que le dispositif fonctionne. Si jamais le défi acquisition, on l'a fait porter sur des parts d'EGF, là, on s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la 8e année suivant la souscription ou l'acquisition, donc engagement de conservation jusqu'au 31 décembre de la 8e année, et application d'un DGD pendant 15 ans. Même règle que ce qu'on a vu au-dessus, PSG ou RTG. Il y a une erreur, il y a aussi le CBPS. Et on s'engage à en présenter un dans les 3 ans si absence lors de la souscription ou de l'acquisition. Second dispositif, le défi travaux forestiers. Donc là, c'est un dispositif qui vise à l'obtention d'un crédit d'impôt quand on réalise certains travaux forestiers. Les investissements éligibles, là, donc les travaux qui sont éligibles, ce sont les travaux de plantation. Donc ça comprend la fourniture de plants ou les opérations de regarni, la reconstitution, le renouvellement, mais également les travaux préparatoires, donc les travaux de dégagement, les travaux phytosanitaires, le travail du sol et les travaux d'entretien, donc dégagement, cloisonnement, ça c'est compris dans tout ce qui est plantation, reconstitution, renouvellement. Sont également visés les travaux de sauvegarde et d'amélioration des peuplements. Donc là, on vise les travaux contre les incendies et le gibier notamment, l'élagage, le brûlage, le balivage, le débroussaillage, ça c'est compris dedans. Les travaux de création et d'amélioration de dessertes, donc ça aussi, ce sont des travaux qui sont éligibles au défi forêt, donc création de routes, de pistes, de sentiers, mais également place de dépôt et de retournement, tout ça, c'est éligible au défi forêt. Les frais de maîtrise d'œuvre font également partie des travaux éligibles. Et puis, quand les travaux sont réalisés par le propriétaire, l'administration fiscale a précisé que les dépenses d'acquisition de matériaux sont éligibles et les dépenses de petits matériels exclusivement utilisés pour la réalisation de ces travaux le sont aussi. Donc là, l'administration fiscale a bien précisé qu'il fallait faire du cas par cas et elle cite 2 exemples dans sa doctrine. Le premier, c'est l'acquisition d'un tracteur. L'administration dit bien que ce n'est pas un petit matériel, donc ce n'est pas éligible au défi travaux. Idem pour les frais qui seraient accessoires à ce tracteur, donc les pièces détachées, le carburant, tout ça, ce n'est pas éligible au crédit d'impôt. Par contre, une tronçonneuse, une débroussailleuse, l'administration fiscale retient que c'est un petit matériel. Attention, il faut que ça soit utilisé exclusivement pour la réalisation des travaux forestiers. Et dans ce cas, si on le qualifie bien de petit matériel éligible, là, les frais accessoires le sont aussi. Donc l'administration fiscale cite l'huile, par exemple, pour la chaîne de la tronçonneuse. Là, c'est éligible au défi travaux. Et puis, si jamais le propriétaire a un salarié, il peut mettre dans le défi travaux les salaires, les charges salariales au prorata du travail qui a été consacré aux travaux forestiers éligibles. Donc, on voit le défi forêt, le défi travaux forestiers, pardon, il a un champ qui est assez large. Donc, il faut bien regarder les dépenses qu'on a eues et puis aller regarder si ça remplit bien ces conditions. Pour en bénéficier, la propriété doit être sous DGD à la date de réalisation des travaux. Attention, là, on a uniquement PSG et RTG qui sont visés dans le défi travaux. Donc, on a une petite particularité. Et puis, si jamais on est en site Natura 2000, il faut qu'il y ait un contrat ou une charte Natura 2000 qui ait été signé. Donc, ça, c'est une condition propre au défi travaux. Le crédit d'impôt, il fonctionne comme celui qu'on a vu pour le défi acquisition, à savoir, pardon, à savoir un plafond de 6 250 € ou 12 500, pardon, selon la situation de famille et un taux de 25%. Donc, on détermine d'abord le plafond, puis on applique le taux de 25%. Particularité pour le défi travaux, on ne le retrouve que dans le défi travaux. Si les dépenses de travaux forestiers dépassent le plafond, l'excédent peut être reporté sur 4 années, donc c'est sur les 4 années suivantes, ou 8 années si ce sont des travaux qui ont été liés à un sinistre forestier. Et l'administration nous précise que pour la détermination du report, on prend les dépenses les plus anciennes, on les reporte sur 4 ans, et puis les dépenses les plus récentes, on décale le point de départ dans ces cas-là.
Donc là, on a un mécanisme de report qui permet d'aller tenir compte du fait que certains travaux forestiers sont assez lourds financièrement et donc on va pouvoir un petit peu bénéficier pendant plusieurs années d'un crédit d'impôt. Et enfin, pardon, non, les engagements à prendre, excusez-moi, pour bénéficier du défi travaux forestiers, si jamais les travaux sont faits par un propriétaire en direct, c'est-à-dire une personne qui détient directement des parcelles de bois et forêt, là, elle doit conserver les biens jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant les travaux et il doit appliquer un DGD pendant la même durée, PSG, RTG, CBPS. Et quand on est en groupement forestier, là, les parts doivent être conservées au 31 décembre de la quatrième année suivant la réalisation des travaux et les biens doivent être conservés par le groupement forestier jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et un DGD doit être appliqué pendant la même durée. Et pardon, tout à l'heure, je me suis emmêlée. Là, c'est ici, c'est quand les travaux forestiers sont faits par un GF que là, on ne retrouve pas le CBPS. Seuls les DGD suivants PSG et RTG sont reconnus. Et conditions communes, propriétaire forestier ou GF, il faut avoir signé un contrat ou une charte Natura 2000. Donc on voit, il y a des conditions à bien remplir et il faut être vigilant sur ces points-là pour que le défi travaux s'applique. Et enfin, dernier défi, le défi assurance. Donc là aussi, on est sur un dispositif de crédit d'impôt et l'investissement qui est éligible, c'est la cotisation qui est versée à un assureur, donc soit par un contribuable propriétaire en direct, soit par un groupement forestier pour la souscription d'un contrat d'assurance qui couvre les bois et forêts contre le risque tempête ou, depuis la loi prévention incendie, on a intégré aussi le risque incendie. Donc les cotisations sociales, les cotisations d'assurance, pardon, qu'on verse permettent de bénéficier d'un crédit d'impôt. Et là, on a un double plafond qui est de 15 euros par hectare assuré. Et on retrouve le plafond lié à la situation de famille, donc 6 250 ou 12 500 euros selon la situation de famille. Et le taux du crédit d'impôt, il est bien plus important puisque là, il est de 76%. Donc ça, c'est vraiment un dispositif incitatif à la souscription de contrats d'assurance. Dans ce dispositif, pas d'obligation d'être sous document de gestion durable. C'est vraiment un dispositif qui est un peu différent. Là, on n'a pas d'obligation de conservation, pas d'obligation d'avoir un DGD. C'est vraiment uniquement le fait de souscrire un contrat d'assurance. Tempête ou incendie donc. Je précise que l'assurance RC qui est proposée par les syndicats Francilva n'est pas éligible au défi assurance. C'est une assurance responsabilité civile qui ne couvre pas le risque tempête ou incendie. Et enfin, dans la déclaration de revenus, donc tous ces dispositifs enfin les dépenses que vous avez réalisées sont à indiquer dans la déclaration de revenus. Donc vous retrouvez ça dans la partie réduction et crédit d'impôt et vous avez la partie investissement forestier. Donc vous retrouvez le défi acquisition ici en case 7 UN, le défi travaux forestiers en case 7 UP et le défi assurance en case 7 UL. Je passe juste à la diapo d'après pour vous montrer que quand on a un défi travaux avec un report sur plusieurs années, puisqu'on a dépassé le plafond que je vous indiquais tout à l'heure selon la situation de famille, là on voit qu'on va pouvoir reporter les dépenses qui ont été faites sur les années antérieures. On a les reports sur 4 années si on est hors sinistre et puis sur 8 années après sinistre. Alors, il y a deux lignes par année, puisque avant, on avait deux taux d'impôt selon qu'on était adhérent ou non d'une organisation de producteurs. Et on voit que sur l'année 2023, on n'a plus cette double ligne, puisque cette distinction de taux n'existe plus. Donc c'est pour ça que vous avez deux lignes à chaque fois par année, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Et 23, c'est supprimé. Je reviens juste sur la slide d'avant. Il y a un ensemble de documents à tenir à disposition de l'administration fiscale, donc qui ne sont pas à produire, mais à tenir à disposition pour justifier qu'on remplit bien les conditions pour bénéficier du défi acquisition ou du défi travaux, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y a des engagements de conservation et d'application d'un DGD. Alors en premier lieu, il faut avoir une note annexe, enfin une note sur laquelle on tient à disposition de l'administration un ensemble d'informations que sont l'identité et l'adresse du contribuable, les parcelles concernées, le prix et la date d'acquisition si on est sur du défi acquisition, et puis ces mêmes éléments
date de paiement des travaux, nature des travaux et montant des travaux, si on est sur du défi travaux, le type de garantie de gestion durable qu'on applique, attester qu'on s'engage enfin qu'on conserve les biens pour la durée prévue. Donc ça, c'est une note qui est disponible. Soit vous allez sur le site du BOFIP, ce sont des documents que vous pouvez retrouver. Vous avez le lien vers le BOFIP dans la dernière circulaire que nous avions faite sur la déclaration de revenus 2025. Donc vous trouvez les liens vers le BOFIP, mais vous pouvez également retrouver ces modèles d'attestation sur le site de Francilva dans l'espace adhérent. Donc c'est pour ça que je ne vous les détaille pas. Ça sert à rien puisque en fait, enfin, vous retrouverez les modèles à compléter, mais en tout cas, sachez qu'il faut vraiment avoir une note où qu'on tient à disposition de l'administration fiscale pour justifier qu'on remplit les conditions. Et puis, il y a des obligations particulières pour les groupements forestiers. Il faut qu'ils soient en capacité de fournir un document mentionnant les engagements pris par le groupement forestier. Donc ça, ce document, avant, il devait être transmis. Quand on faisait quand on faisait les déclarations papier, ça n'existe plus. Donc maintenant, il faut normalement le transmettre au service des impôts. Il faut également fournir un document attestant de l'identité des associés, du nombre de parts détenues par les associés, et fournir aux associés un document comportant les informations leur permettant de bénéficier du crédit d'impôt. Donc là aussi, tout ça, ce sont des documents que vous retrouverez soit en lien sur la circulaire, soit sur le site de Francilva. Mais sachez qu'il y a vraiment des documents dans un GF à fournir par le gérant aux associés pour qu'ils puissent, eux, être en mesure de remplir leur déclaration d'impôt correctement. Et enfin, dernier point concernant le défi forêt. Là, ce sont des dispositions communes à l'ensemble de ces différents défis. Il y a reprise, pardon, c'est une erreur du crédit d'impôt lorsque les engagements ne sont pas respectés par le contribuable, donc engagement de conservation, engagement d'appliquer un DGD ou engagement de reboisement. Là, quand on ne respecte pas ces engagements, il peut y avoir une reprise par l'administration fiscale qui va venir réclamer les sommes les crédits d'impôt qu'elle a versés. Et puis également, quand on est en groupement forestier, si on dissout le groupement forestier avant la fin de la période des engagements, là aussi, on n'a pas respecté les engagements, donc il y a remise en cause du défi. Et à l'inverse, il n'y a pas de remise en cause du crédit d'impôt en cas de licenciement, invalidité ou décès du contribuable. Ça, c'est expressément prévu. Également, quand on apporte les terrains qu'on détient depuis plus de 2 ans, donc les parcelles de bois et forêt qu'on détient depuis plus de 2 ans, si on les apporte à un groupement forestier, là, il n'y a pas de remise en cause si l'engagement de conservation, il est retranscrit sur les parts sociales pour la durée restant à courir. Donc, par exemple, il restait encore 5 ans d'engagement de détention, enfin, d'engagement de durée de détention. Si on apporte les parcelles de bois à un groupement forestier, on s'engage à conserver les parcelles en contrepartie pendant 5 ans. Et puis, si on donne les parcelles de bois et forêt, là aussi, le bénéficiaire de la donation peut s'engager à poursuivre l'engagement. Et donc, dans ce cas, il n'y a pas de remise en cause du crédit d'impôt qui a été attribué. Voilà ce que je voulais vous indiquer sur le défi forêt. Je vous rappelle vraiment qu'il y a des éléments sur le site de Francilva, donc n'hésitez pas à aller le consulter et à vous créer un espace adhérent, puisque notamment tous les engagements et les attestations sont disponibles, et ça c'est quand même difficile de vous les présenter en webinaire, donc n'hésitez pas à aller les prendre pour être bien à jour de vos obligations. Voilà Christelle, je te laisse la parole s'il y a des Merci. questions. Merci Alexandra. Il y a beaucoup de questions. Alors j'ai essayé de les trier un petit peu en différentes thématiques. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par les questions qui sont liées aux défis de travaux, aux défis dans leur globalité, tel que Alexandra vient de le présenter. Puis après, on reprendra des questions sur des choses qui ont pu être présentées auparavant. Alors, concernant les défis, j'ai des questions un peu sur des points un peu spécifiques. Est-ce que le défi de travaux est-il applicable à la partie non financée par le plan de relance? Oui, alors c'est vrai que j'ai oublié de le dire.
avant la détermination du plafond, il faut déduire les aides d'État. Les aides les aides publiques qui ont été perçues doivent être réduites. Si par exemple on a des travaux forestiers pour une piste forestière qui ont coûté 50 000 euros, mais qu'on a eu 10 000 euros d'aide, il faut déduire les aides et c'est 40 000 euros qui est éligible au défi. Et après, on appliquera le plafond. Mais en tout cas, les aides ne bénéficient pas, enfin, le montant qui a été subventionné ne bénéficie pas du défi. Merci pour cette précision. Est-ce que la pose d'une clôture électrique ou de protection pour le gibier est-elle éligible au défi travaux? Oui, parce qu'on est à mon sens, on est dans les travaux qui visent à protéger contre les incendies et le gibier. Donc oui, on est éligible. Ce sont des travaux de sauvegarde et d'amélioration des peuplements au sens large. Alors, une question, mais qui a été posée assez tôt dans le webinaire, est-ce que les travaux d'entretien sont déductibles des impôts? Les travaux d'entretien, oui, qui sont liés à des travaux de plantation, oui. Ouais, dégagement, cloisonnement, c'est cité dans la doctrine fiscale. C'est cité au titre des travaux de plantation. Donc, si c'est de l'entretien, parce qu'on a fait des travaux de plantation, oui. Très bien. Je reprenais aussi une question qui avait été Et après, posée. pardon, travaux d'entretien au titre de la protection contre les incendies aussi, c'est éligible, pardon. Très bien, merci. Et puis, il y avait une question qui avait été posée assez tôt, effectivement, qui est redondante par rapport à la question auquel tu as répondu. Doit-on déduire les subventions reçues? Quelle est la règle par rapport aux différents plans, plan de relance France 2030? Il me semble que tu y as répondu, et c'est-à-dire qu'il Ouais, faut les bien aides publiques, déduire, on les déduit avant. Ouais. on les déduit avant. Alors, On les ensuite, déduit avant de déterminer le plafond et ce sont toutes les aides qui sont perçues par des organismes publics. Enfin, c'est vraiment aide publique au sens large. Donc, l'administration a précisé soutien financier accordé par les institutions européennes, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. très bien. Est-ce que si on bénéficie du crédit d'impôt défi, on ne peut pas vendre son bois avant la fin des engagements? Oui, si c'est du défi acquisition, oui. Ouais, ouais, si on a bénéficié du défi acquisition, on s'est engagé à conserver les biens. La seule chose qu'on peut faire, c'est apporter un GF. Non, mais il faudra s'engager à conserver les parts ou à donner. Et là, c'est si le bénéficiaire de la donation s'engage à son tour. Mais sinon, non. On a bénéficié d'un dispositif fiscal moyennant des conditions à remplir. Si on ne les remplit plus, on prend le risque que l'administration vienne réclamer le montant du crédit d'impôt avec des pénalités. Sachant que l'administration a 3 ans pour venir réclamer les sommes remboursables, elle a 3 ans pour le faire, à compter de la date de la vente. Très bien. Est-ce que les travaux d'élagage, bord de route ou champs cultivés sont éligibles? Travaux d'élagage, on est quand même un peu plus éloigné. C'est plus des travaux de mise en sécurité, donc enfin, en tout cas, ça fait pas, c'est pas dans les travaux qui sont cités dans le BOFIP de l'administration fiscale. À mon sens, non. Très bien, merci. Dernière question sur le défi avant de passer sur les autres sujets. Comment déterminer la part de mes parcelles forestières dans le but de déclarer un défi acquisition si l'achat fait partie d'une propriété incluant maison et parcelles agricoles? Alors effectivement, la maison, les parcelles agricoles, ça bénéficie pas de. Si on pose la question, c'est qu'il y a eu un prix global qui a été mis, ou en tout cas un prix qui n'a pas distingué les parcelles forestières. Donc là, ça va être de la responsabilité du contribuable d'aller déterminer le prix correspondant aux parcelles forestières pour pouvoir appliquer son défi. Euh, une sécurité, ça serait de prendre un expert forestier qui viendrait déterminer, enfin de demander à un expert forestier de déterminer dans le prix global la quote-part des parcelles forestières. Mais en tout état de cause, là, si c'est pas dans l'acte d'acquisition, il va falloir que le propriétaire, enfin que le nouvel acquéreur, ça va être de sa responsabilité de déterminer cette valeur. Merci. Également, dans les défis travaux,
On a parlé qu'il fallait déduire les financements publics. Il faut également déduire les financements privés type label bas carbone Non, ou autres c'est financements pas du privés? financement public. Non, c'est du financement privé, donc on le déduit pas. Très bien, merci. Alors du coup, je vais mettre de côté, normalement, j'ai pu adresser une grande majorité des questions sur les défis travaux. Euh, J'aimerais qu'on revienne parce qu'effectivement, alors j'ai Monsieur Meyer qui nous signale concernant de bien expliquer, parce que j'ai pas mal de messages qui indiquent un manque de compréhension entre euh, ce qui va dans le revenu, euh, ce qui est inclus dans le forfait forestier ou non, entre la vente de bois sur pied, la première transformation et la deuxième transformation. Monsieur Meyer nous indique que les bois de première transformation, si agrumes, est inclus dans le forfait forestier, mais le bois de deuxième transformation, tout ce qui est rabotage, etc., n'est pas dans le forfait forestier. Donc, est-ce qu'on peut bien repréciser ce qui est inclus dans le forfait forestier et ce qui n'est pas inclus dans le forfait forestier, parce qu'il y a pas mal de commentaires qui indiquent avoir mal compris cet aspect-là. D'accord. Alors, le forfait, je vous reprends l'article 76 du Code général des impôts. Il nous parle de coupe de bois, enfin des revenus des coupes de bois. Euh, et il nous indique également, donc le principe, c'est le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à une somme égale aux revenus ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ses propriétés au titre de l'année d'imposition. Donc les coupes de bois, c'est ça qui va constituer le forfait forestier. Le forfait forestier englobe les revenus provenant des coupes de bois. Si on suit l'article 76, il est indiqué le bénéfice résultant d'opérations de transformation des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposées selon les régimes définis, micro-BA ou BA régime réel. Donc dès lors qu'il y a une transformation des bois coupés, là, on n'est plus dans le cadre du forfait forestier. La rédaction de l'article 76, elle était différente avant 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, on avait un petit doute sur le bois de chauffage. Depuis 2016, on a vraiment cette notion d'opération de transformation des bois coupés. Donc dès lors qu'on a coupé des bois, qu'on a des grumes, là, on est bien dans le forfait forestier. Si on fait une autre transformation, là, on n'est plus dans le forfait forestier. Et sur le principe, on bascule dans le régime des bénéfices agricoles, micro-BA ou BA réels. Je sais qu'en pratique, cette notion, elle est difficile à appréhender et je sais qu'il y a du bois de chauffage qui est vendu où c'est pas toujours très clair sur la fiscalité. Je ne peux que vous dire que le texte est rédigé comme ça. Coupe de bois, c'est le forfait forestier. Si on a des opérations de transformation une fois que les bois sont coupés, on n'est plus dans le forfait forestier. Merci. Et on n'a pas de Euh, jurisprudence aujourd'hui venant nous préciser tout ça pour l'instant. Très bien, entendu. Euh, alors, on va prendre des questions concernant les groupements forestiers. Notamment une question qui demande si les revenus financiers liés au placement sur livret d'un groupement. Je vais sauter. Alors, excusez-moi, parce que comme il y a une question qui arrive, ça me fait sauter mes questions et je l'ai perdue. Bon, je crois que cette question, cette personne, je crois qu'elle m'a interrogée en direct. Si je dis pas de bêtises, c'est les Les revenus financiers produits, d'un groupement voilà, forestier, les les produits produits financiers. financiers, exactement. Donc, dit autrement, un groupement forestier qui aurait des revenus, des placements bancaires et qui aurait des intérêts liés à ces placements bancaires. J'ai regardé un petit peu avant la formation. On n'a pas de précision sur les groupements forestiers. À mon sens, le principe, c'est que c'est le prélèvement forfaitaire unique qui s'applique et c'est chaque associé qui va déclarer au prorata de sa détention dans le capital, qui va déclarer les intérêts des placements et qui va le déclarer soit au PFU si jamais c'est ça qu'il souhaite, sinon il peut opter pour que ça soit soumis au barème Ah, excuse-nous, Alexandra, mais là, ça a sauté. progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est pas le groupement forestier, à mon sens, qui doit déclarer. Ah, alors, Ouais. je disais les revenus, les revenus de placement, c'est bon?
J'ai des messages me Oui, disent c'est quand revenu, mais c'est bon effectivement, là, ça, Estelle? c'est revenu, mais c'est vrai que ça a sauté. Alors, les revenus de placement, ce sont des revenus qui sont dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. À mon sens, ce n'est pas le GF qui fait mouvement forestier Alors, là, ça coupe complètement. On t'entend mal. Je sais pas si et comme ce sont des revenus de capitaux mobiliers, on applique les principes. on n'a pas compris la réponse, Alexandra. Est-ce que Ouais, peut-être ouais, je couper vais. ta vidéo, couper ta caméra pour qu'on puisse mieux entendre la réponse parce que là, effectivement, on n'a pas pu bien comprendre ta, ta réponse. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que ça va mieux? Ça a l'air. Alors, les revenus de placement mobilier, donc les revenus, les intérêts de placement bancaire, sont dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. À mon sens, le groupement forestier n'a pas à faire de déclaration au titre de ses revenus de capitaux mobiliers. Par contre, le gérant doit indiquer aux associés la quote-part de revenus de capitaux mobiliers qui leur revient, puisque c'est une société à l'impôt sur le revenu, donc qui est transparente. Donc chaque associé devra déclarer et ensuite euh, il les groupera avec ses autres revenus de capitaux mobiliers, soit s'il opte au barème progressif de l'impôt sur le revenu. OK. T'as pas coupé? Merci. Ça a un petit peu coupé, mais je pense on a réussi à entendre l'intégralité de la réponse. Autre question concernant le groupement forestier. Quelle déclaration à faire par le groupement forestier pour le revenu cadastral? Je pense que la question est, que la réponse est c'est le forfait forestier. Donc on déclare le revenu cadastral au titre du forfait forestier. Donc c'est ce qu'on va déclarer dans les cases que je vous ai montrées au début au titre des revenus des coupes de bois. C'est le revenu cadastral et donc c'est ça qui constitue le forfait forestier. Merci. Je propose de prendre quelques questions sur tout ce qui est replantation, régénération. Y a-t-il un délai pour déclarer les replantations, régénération? Oui. La régénération. Attendez que je reprenne, pardon. Donc ça, c'est pour l'exonération, j'imagine. On est reparti sur l'exonération du forfait forestier. Donc effectivement, dans certains cas, on peut bénéficier d'une exonération, notamment quand on est en régénération. Et la régénération, on la constate à partir de la troisième année et jusqu'à la 10e année. Donc c'est sur cette période-là qu'on constate si la régénération, elle est effective. Et concernant les plantations, en fait, c'est à compter enfin, l'exonération qui est pour la durée selon l'essence retenue, elle est à compter de la date de la plantation, à compter de l'année de la plantation. Donc soit 10, 30 ou 50 selon la nature des cultures. Très bien, merci. Après 30 ans autre question sur ce sujet-là. Après 30 ans d'exonération en régénération plantée, puis passage en futée irrégulière, peut-on faire une déclaration de cette gestion en futée régulière et bénéficier des 25% de remise de revenus cadastrales? Je suis pas sûre d'avoir compris la question là. Alors après, Euh, Ça serait de cumuler des exonérations l'une après l'autre, mais ça me semble pas possible puisqu'il y a une durée pour chaque. Après, ce que je propose, c'est que comme c'est une question un petit peu particulière, cette personne, elle me la ok, soumette par mail. par mail. On va donner le mail juriste, on va le donner à la fin puisqu'il a été redemandé plusieurs fois. Euh, un cas pratique. Hop, si un GFR est au forfait, donc pas de TVA, et qu'il a vendu pour 30 000 euros de bois, est-ce qu'il doit payer uniquement le revenu cadastral? Oui, on ne prend pas en compte les revenus des coupes de bois. C'est vraiment le relevé, le forfait forestier, c'est le revenu cadastral qu'on déclare. Très bien, merci. Alors après, il y a une question sur la partie chasse, revenu de chasse. En fait, pour déclarer la chasse, on est dans les mêmes cases
fiscal là, du foncier, comme pour les revenus, par exemple, d'un appartement, est-ce qu'on peut Mhm. déduire à cet endroit-là également les assurances et taxes foncières comme pour les revenus des appartements? Enfin, taxes foncières, Alors, je ne suis pas si sûre, on est non, au les assurances microfoncier, chasse. les assurances chasse. Oui. Euh, Alors, ce qui est sûr, c'est que si on est au microfoncier, non, puisque le microfoncier, il a un abattement de 30% qui est censé tenir compte de l'ensemble des dépenses liées à l'activité qui procure des revenus fonciers. Si on est au revenu foncier réel, c'est un point qu'il faut que je regarde. Je laisse la personne m'adresser un mail pour que je regarde, si elle le souhaite. Ok, merci. Et qu'elle me précise ce Euh, qu'elle entend par assurance chasse, parce que je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Merci. Est-ce que si une personne n'a reçu le foncier que d'une parcelle mais pas de l'autre, où doit-on la demander? Euh, Est-ce que tu peux répéter? Est-ce quelqu'un qui a reçu le foncier que d'une parcelle mais pas d'une autre parcelle? Il lui Le manque relevé de propriété, peut-être? le- je n'ai reçu le foncier que d'une parcelle, pas de l'autre. Où Alors, doit-on je la comprends, demander? ouais, je Alors comprends il de cette, faut, oui, ouais. Je comprends de cette question que ça serait le relevé de propriété. La mairie aurait adressé le relevé de propriété, mais il manque des parcelles. Donc là, il faut mettre à jour le relevé de propriété. Il y a pas de, ok, faut aller à la mairie et il faut apporter enfin, faut prévenir pardon, non, c'est le service des impôts qu'il faut prévenir en disant il manque certaines parcelles et puis apporter les justificatifs de propriété. Donc soit une attestation notariée, soit la copie de l'acte d'acquisition. Mais ouais, visiblement là, le relevé de propriété n'est pas à jour. ok. Hop. Donc ça a été un nom. Non, ça, c'est politique. Là, on est vraiment sur une explication plus technique hein, pour faire les déclarations de revenus. Alors, effectivement, il y a une remarque, et je la lis parce qu'elle est importante, qui dit il est important pour le bois de chauffage de faire un contrat de vente de bois sur pied pour se protéger en cas d'accident de celui qui a signé le contrat lors de l'exploitation. Euh, donc effectivement, enfin, Alexandra, tu peux peut-être aussi le signaler, mais il est vraiment toujours recommandé de faire des contrats de vente, quels que soient les cas de figure. Ça vous permet quand même de bien encadrer ces ventes-là. Oui, oui, effectivement, enfin, il est toujours préférable de faire des contrats écrits. Alors, juste attention, contrat de vente de bois sur pied, ça veut dire un propriétaire vend ses bois à charge pour l'exploitant de venir les couper. Donc, c'est différent d'une vente de bois de chauffage. Donc, voilà, il faut être bien précis dans ce qu'on souhaite vendre et quelle est la nature du bois. Il y a un modèle de contrat de vente de bois sur pied sur le site de France Silva dans l'espace adhérent. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir un contrat écrit. Ça permet ne serait-ce que de déterminer la date à laquelle le transfert de propriété a lieu, parce que quand on fait un contrat de vente de bois sur pied oral, on a toujours eu un problème. Enfin, on se retrouve des fois avec des problèmes sur la date de transfert de propriété. C'est-à-dire, on se tape dans la main, on dit qu'on est d'accord, mais si jamais le lendemain il y a une tempête et que tous les arbres tombent, est-ce que le propriétaire peut encore réclamer le prix de ses bois ou est-ce que, il est encore propriétaire tant que les travaux n'ont pas eu lieu? Enfin, ça permet d'encadrer et de préserver, enfin, d'éviter un certain nombre de problèmes. Donc oui, c'est très important de signer un contrat écrit. Merci. Autre question concernant le défi travaux. Si la subvention est accordée mais pas encore perçue, est-il juste de déclarer le montant des travaux sans l'aide à l'année N, puis de déduire le montant de la subvention quand elle sera perçue à l'année N plus 1? Alors là-dessus, j'ai déjà été interrogée, j'ai trouvé aucune précision dans la doctrine fiscale. À mon sens, c'est quand même plus logique de la déduire en même temps que les sommes qu'on a versées pour les travaux, parce que sinon, après, ça fait quelque chose qui est bancal. Si par contre, enfin, donc ça voudrait dire qu'on est, par exemple, en année N, on a des travaux et une subvention qu'on n'a pas encore perçue, mais qu'on sait qu'on va percevoir.
C'est plus logique de la déduire là, puisqu'on n'est pas censé la prendre en compte pour calculer le montant du crédit d'impôt. Euh, Après, si on a du report les années ultérieures, bon, bah, finalement, on pourrait déduire l'aide l'année ultérieure, puisque finalement, ça reviendrait un peu au même. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de précision. J'ai pas non plus écho de contentieux sur ce sujet, donc j'ai du mal à faire une réponse très claire. Pour moi, le plus logique, c'est d'aller le déduire du montant des travaux quand on les paye. Et si jamais il y a un reliquat, et ben on fait enfin, si jamais le montant définitif n'est pas tout à fait celui qu'on a déduit, on peut aussi faire une régularisation et demander à l'administration fiscale de corriger sa déclaration d'impôt. Donc, ça me semble plus logique de faire comme ça plutôt que de l'étaler sur 2 années. Surtout s'il n'y a pas de report, je vois pas très bien comment on fait. Merci. Euh, En cas de vente de bois par un groupement forestier, l'administration fiscale va-t-elle vérifier et si oui, sur combien d'années précédentes la vente que l'ensemble des associés a bien déclaré le forfait forestier? Alors, l'administration, elle a 3 ans enfin, 3 ans plus l'année en cours pour venir contester une déclaration d'une personne qui n'aurait pas été complète. Donc, c'est 3 ans plus l'année en cours. Peu importe que ce soit un GF, une personne qui détient en direct, etc. Euh, c'est vraiment, enfin, chaque personne qui va avoir ce délai-là qui va s'appliquer. Après, si le gérant ne transmet pas les éléments aux associés pour qu'ils les déclarent, il faut pas non plus, enfin, il faut aussi avoir en tête que le gérant, il pourrait voir sa responsabilité engagée parce qu'il n'a pas transmis les informations. Mais ça, c'est pas fiscal. Là, c'est plus civil entre associés. Très bien, merci. Je pense qu'on a fait le tour sur les questions. Alors, il y a des questions qui sont vraiment spécifiques, et donc là, je vous inviterai alors sur les résidents à l'étranger, sur les relatifs ventes de poissons sur les étangs, là où on sort un peu du cadre général de la déclaration de revenus euh, de revenus forestiers. Donc, je vous invite à la rigueur de poser vos questions par mail. Alexandra, je vais te demander de donner l'adresse à laquelle vous pouvez poser vos questions, même si je préfère quand même préciser que on a un service juridique au niveau de la fédération, mais on n'a pas un service non plus d'accompagnement. On ne peut pas accompagner tout le monde dans sa déclaration, mais effectivement, sur des points spécifiques, vous pouvez quand même poser vos questions à Juris, mais on n'a pas un service d'appel Oui. et une troupe de juristes pour accompagner chacun dans sa déclaration de revenus. Donc Non, voilà, s'il y a effectivement. des points à préciser, voilà, vous pouvez les poser, mais malheureusement, on ne peut pas accompagner chacun dans sa déclaration de revenus. Et l'objectif de ce webinaire était vraiment de vous donner les grandes lignes, les grandes règles, et puis de vous sensibiliser sur les petits points particuliers auxquels il faut porter attention. Oui, alors effectivement, on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir accompagner tous les propriétaires forestiers dans leur déclaration de revenus. Donc, en premier lieu, vous avez accès à votre syndicat. Votre syndicat peut vous donner des informations. En second lieu, allez sur le site de France Silva. Il y a vraiment des fiches qu'on fait pour justement que vous ayez accès aux éléments. En troisième lieu, la chaîne YouTube de France Silva permet de revoir le webinaire, donc ça permet de reprendre les éléments. Il y a également des circulaires qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à interroger votre syndicat pour savoir, enfin, pour avoir la communication de la circulaire sur les déclarations de revenus et sur d'autres thèmes. Enfin, on fait des thèmes juridiques. Le but, c'est de pouvoir vous faire redescendre l'information juridique le plus largement possible. Donc, c'est votre syndicat, votre premier relais. Et si jamais votre syndicat n'est pas en mesure de vous apporter une réponse, soit lui m'adresse une question, soit vous, si jamais vous avez convenu comme ça avec votre syndicat, et vous pouvez écrire à l'adresse mail juriste avec un s @francsilva.fr en indiquant bien le syndicat d'appartenance, puisque le service juridique de la fédération est réservé aux adhérents d'un syndicat forestier. Donc il faut bien m'indiquer votre syndicat et votre numéro d'adhérent, et comme ça je sais, je ne vous pose pas la question, parce que sinon on fait un petit aller-retour pour rien. Et voilà. Et effectivement, on a de nombreuses questions qui arrivent, donc on a un délai de réponse qui n'est pas forcément suffisamment rapide pour certains, mais on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de questions qui sont posées par les adhérents ou les syndicats.
Merci Alexandra. Je vous propose de conclure ce webinaire sur ces éléments. Je donnerai l'adresse email dans le mail dans lequel vous aurez le support de présentation et le replay. Je précise, parce qu'on m'a posé la question, que dans le replay, il y aura bien évidemment les questions et les réponses aux questions. C'est d'ailleurs pour ça que je les lis toujours à haute voix pour que dans le webinaire, ces questions soient audibles et les réponses également. Euh, je vous remercie tous pour votre participation, pour vos questions, pour ces échanges. Un grand merci à Alexandra pour ces éléments et je vous souhaite une très bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Au revoir.